Alors comme vous le voyez, nous sommes actuellement à Dublin. Dublin, c'est bien, il y a plein de groupes super sympas avec Dublin dedans, comme les Dubliners, voilà, qui est un très très bon groupe. Il y a plein de groupes de folk et de rock que j'aime bien, qui viennent de Dublin. Il y a de la bonne bière à Dublin, mais Dublin c'est aussi une ville un peu historique, hein, puisque elle est pas datée d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, nous sommes à Dublin. Qu'est-ce que viennent faire les Vikings par ici? Vous allez vous demander. U2 c'est Dublin, tout à fait. U2 c'est Dublin. En gros, l'Irlande, on a des premiers raids vikings qui datent du 8e, 9e siècle, principalement pour pas changer, hein, des monastères qui sont des cibles assez faciles sur la côte. Euh, mais les premiers raids sont pas ultra convaincants, on va dire. Euh, et l'Irlande de son côté, elle est plus enlisée dans euh, c'est pas une guerre civile, mais en tout cas, il y a beaucoup d'opérations militaires à l'intérieur de l'Irlande même, entre les provinces. Et il y a un haut roi qui est censé tout gérer, qui galère un petit peu à affirmer son autorité sur l'Irlande, et qui est plus occupé, on va dire, à essayer de gérer son propre territoire, qu'à voir venir la menace des Vikings. Avec une petite nouveauté quand même, c'est l'établissement de ports, hein, qu'on appelle les long ports. C'est des implantations, on va dire, un peu plus durables, dans lesquelles les Vikings vont pouvoir passer leurs hivers. Regardez ça, c'est beau Dublin quand même, hein. Ça donne envie d'y aller. Donc on a l'établissement de ces longues portes là, qui vont être vraiment des bases pour pouvoir passer un petit peu l'hiver, se ravitailler, se reposer aussi, évidemment, entre les raids, sans avoir besoin de faire le voyage jusqu'à la Scandinavie, parce que c'est loin quand même, c'est loin et c'est galère. Donc on a ces Vikings là qui vont au fur et à mesure s'implanter sur le territoire, qui vont pouvoir commencer à commercer avec le peuple local, ce qui va faciliter plutôt les contacts, les échanges, même culturels, hein, pour le coup. Et forcément, à terme, ça va induire un certain métissage avec des Scandinaves qui vont évidemment se lier d'amitié, mais aussi d'amour et d'eau fraîche avec des Irlandais et des Irlandaises. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ici devant vos yeux ébahis, à Dublin, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'un long port en fait. S'il y en a eu plusieurs qui se sont établis le long de la côte, eh bien Dublin c'est un des plus importants, et ça fait partie vraiment de l'histoire de Dublin. C'est une ville qui a pu être établie notamment par les Vikings, où ils se sont installés et à partir de laquelle ils ont pu commercer et commencer à... Hop là, je prends des baies. Et commencer à approcher le peuple et à se métisser avec lui. On va avoir des effectifs qui vont rapidement grimper du côté des Vikings, hein, pour se confronter au pouvoir en place. Ils vont subir deux grosses défaites, hein, deux fois d'affilée, en 848 par les armées irlandaises. Alors ce qui prouve aussi que les Vikings, c'est pas forcément les super guerriers qu'on a l'habitude de présenter, hein, puisque les Vikings en tant que tels, vous le savez, leur spécialité c'est les raids. On repère de loin, on voit un petit peu les forces en présence ou le village à piller, donc on repère, on planifie une stratégie et on attaque. Mais c'était pas l'armée la plus redoutable s'il fallait faire du combat de ligne ou ce genre de choses. Les gars, ils étaient pas, voilà, c'est pas leur skill principal, on va dire. Par contre, ce qu'ils vont faire, un petit peu comme en Angleterre, et ça, si vous avez déjà joué à Assassin's Creed Valhalla, vous avez pu le voir, c'est qu'ils vont pouvoir s'immiscer dans les luttes politiques locales, hein, tout simplement. Mais ça, ils vont le faire partout. C'est-à-dire que quand vous voyez l'histoire de Rollon, par exemple, en Normandie, hein, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que Rollon, c'est un chef viking qui va débarquer en Normandie et qui, en bout d'un moment, va faire tampon
entre les autres vikings et les francs de l'autre côté, qui lui disent bon ok Coco, on te paye pour que tu nous protèges contre tes potes. Donc là c'est un petit peu la même chose. Il va y avoir des luttes politiques où les vikings vont pouvoir s'intégrer dedans et tirer leur épingle du jeu, hein. Donc ils sont pas beaucoup, mais ils vont quand même réussir à envahir de façon assez stable la région, hein. Et en fait, ce qui va les aider, c'est aussi le fait que, paradoxalement, cette société irlandaise, même si on a une armée et des forces qui luttent contre elle, je vous l'ai dit, elle est assez fragmentée. Ils arrivent dans une situation politique qui est un peu branlante, on va dire. Et le pouvoir du roi n'est vraiment pas assuré en tant que tel. Euh, Camarades, qu'est-ce qu'ils sont venus, enfin que vient faire Eivor là-dedans dans cette extension du coup, parce que quelle est la justification qui nous emmène par là-bas? Euh, alors, tout commence quand Eivor reçoit une lettre du roi de Dublin, qui se révèle être son cousin, du coup, Barid Macivar. Et il lui dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses à trouver en Irlande, mais j'ai besoin de ton aide parce que il y a justement le grand roi Flanchina qui va être sacré grand roi. Et j'aimerais bien que tu m'aides à nous attirer les faveurs de ce grand monsieur. Et donc Eivor lui dit, arrive en Irlande, prête à lui venir en aide. D'accord, et donc il vient s'immiscer justement dans ces luttes de pouvoir, et en gros il rétablit l'ordre à grands coups de pelle, quoi. C'est ça. Et exactement, mais le contexte, comme il était très bien présenté, est très différent de l'Angleterre pour le coup, parce que si en Angleterre à cette époque-là, les Vikings sont en train de conquérir l'Angleterre avec la grande armée, en Irlande c'est beaucoup moins militaire parce que depuis ils ont été déjà poussés en dehors de l'Irlande. Et Dublin change un peu de stratégie après avoir été pas mal brûlé par les Irlandais, et ils s'orientent plus vers la collaboration économique. Et c'est entre autres pour ça que Dublin devient une grande capitale de commerce et d'échanges avec les Irlandais, plus que par la force, comme on peut le voir en Angleterre. Et ce qu'on montre d'ailleurs dans cette expansion, c'est justement que le roi Barid, lui, ce qu'il veut faire, c'est justement créer cette paix entre l'Irlande et les Norse via le commerce. Et comment vous avez taffé d'ailleurs pour essayer de reconstituer Dublin, à quoi elle ressemblait à l'époque? Alors, on s'est basé sur Vas-y. beaucoup de recherches archéologiques. Il faut faire une précision, c'est que la Dublin que tu vois dans le jeu, c'est plus la Dublin du Xe siècle. Pourquoi? Parce qu'au IXe siècle, Dublin était en pleine reconstruction et venait d'être rasé en effet par le roi précédent, Finliat, et ce n'était qu'un petit village. Il était vraiment minuscule et la puissance de Dublin se traduisait plus par sa force maritime en fait et par la population viking dans la région que par la ville elle-même. Et c'est que à partir du Xe, XIe siècle qu'on Dublin qui ressemble plus à celle que tu es en train de visiter, qui ressemble beaucoup plus à une ville. Et à l'époque, on va dire, du jeu, donc on est à la fin du 9e siècle, c'est plus une proto-ville. Là, tu vois une longhouse, plutôt, tu as visité le centre de la ville, on peut voir une grande Stab Church, ça c'est Kilchris, c'est la cathédrale de Dublin. Euh, et ça a été construit en effet par les descendants de Barry, donc le roi qui est dans l'expansion. Donc en effet, ce qu'on a essayé de faire, c'était de restituer ce que ça voulait dire de vivre à Dublin à cette époque, euh, tout en ajoutant un côté spectaculaire et en faisant en sorte que les gens qui jouent aujourd'hui se rendent compte de à quel point être à Dublin c'était exceptionnel, parce que des villes, ça n'existait pas à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix de pousser la date en termes de géographie et d'urbanisation un peu plus vers le Xe siècle. Voilà, là tu peux voir sur la droite, la cathédrale de Dublin.
qui en effet a été construit par le fils de Siegfried. Donc, on est 2 générations après Baride. Et là, ce qu'on voit, c'est une Staff Church, donc une cathédrale de type viking. On ne sait pas à quoi elle ressemblait avant de devenir celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais les archéologues ont estimé qu'ils auraient pu construire une Staff Church à cette époque. Ou en tout cas, commencer à construire une Staff Church. Et cette church que tu vois, cette église que tu vois au centre du Dublin, est un peu le symbole du syncrétisme à Dublin, c'est-à-dire la fusion des deux, la culture norse, qui est païenne, et la culture chrétienne irlandaise. Et alors du coup, ouais, on savait pas à quoi ça ressemblait. Donc comment on décide de l'élévation que ça va prendre un tel bâtiment en fait Ça, c'est plus lié à des contraintes de gameplay. Comme tu sais bien, j'imagine, Assassin's Creed demande une forte verticalité pour que tu puisses escalader beaucoup de choses. Et donc pour nous, ce qui était essentiel, c'est que tous les landmarks soient un peu visibles un peu partout. Donc c'est surtout à partir de ça, en effet, qu'on construit la ville. On met en tout cas le gameplay au centre pour ce qui concerne la verticalité et la morphologie, pour que tous les éléments soient bien mis en valeur. Voilà, donc là je peux vous lire par exemple mes petites notes. Situé le long de la rivière Poddle, il y eut un village chrétien mentionné comme Atcliath, je sais pas du tout comment ça se prononce, préexistant à l'installation viking du Longpors de Dublin, servant de lieu d'étape pour les expéditions de raids, d'endroits où passer l'hiver, mais aussi d'avoir un lieu d'échange commercial avec les populations locales, y compris par le commerce d'esclaves. Oui, parce qu'ils avaient des esclaves. Et d'ailleurs, les Irlandais et les Vikings participaient à ce commerce. Malgré de nombreuses tentatives des Irlandais pour déloger les Nordiques, cela ne se fera que provisoirement au Xe siècle, laissant de nombreuses marques de l'influence viking à cet endroit. Symbole de l'importance que va acquérir l'endroit, il sera le lieu d'une Thingmote, une colline artificielle sur laquelle se tenaient les Thing, assemblée des hommes libres vikings. Ça on en a déjà parlé assez longuement sur la chaîne YouTube pour le coup des Thing, donc les assemblées où tous les hommes libres se réunissent pour prendre des décisions. Situé à côté de l'actuel château de Dublin, le Thingmote sera rasé au XVIIe siècle. On peut d'ailleurs noter que Dublin gardera cette position d'endroit de ralliement pour les envahisseurs de l'île car elle sera utilisée comme base par les Normands lorsque ceux-ci, depuis l'Angleterre, essayeront d'envahir l'Irlande. Là c'est la ville à l'époque. Elle est belle. Magnifique photo qui vous représente un petit peu le château aujourd'hui parce que Dublin c'est beau. Moi je vous avoue que avant de voir ces photos, Dublin je passe pas mon temps non plus sur la page Wikipédia de Dublin. J'avais comme image mentale une rangée de bars fort accueillants et il y a aussi beaucoup de patrimoine. Voilà, beaucoup de patrimoine. Les Normands vont se servir de Dublin et de ses bases pour envahir le territoire aussi. Et c'est les Normands qui vont construire d'ailleurs ce beau château que vous voyez sur la photo. Donc ils construiront le château de Dublin pour le coup, qui a gardé des éléments typiquement normands dans son architecture. Et les Irlandais, théoriquement d'ailleurs, seront bannis de la ville à un moment donné, ça devait rester une enclave anglo-normande, mais bon, ça c'était la théorie, et dans les faits, il y avait quand même des Irlandais qui squattaient la ville, évidemment. Et puis aujourd'hui, la ville, c'est la capitale de la République d'Irlande, mais ça, vous le saviez bien évidemment. Et alors, tout à l'heure, vous nous disiez que, enfin, tu me disais, Marco, que effectivement, vous adaptiez, que là, pour le coup, c'est plus la ville du 10e qu'on voit. Il y a beaucoup d'adaptations quand on travaille sur un jeu vidéo comme ça par rapport à la destination qu'on choisit de couvrir. Oui, il y en a beaucoup. Il y a un mélange de contraintes de design et de gameplay. Par exemple, voilà, comme dans Assassin, la verticalité, typiquement. On n'a pas énormément de verticalité dans certains lieux à cette époque. Et le jeu veut qu'on en ait, évidemment. Donc on essaie d'adapter ça et d'agrandir. Ne pas hésiter à agrandir aussi des bâtiments qui existaient réellement, mais qui ne faisaient peut-être pas cette taille. Et aussi des contraintes par rapport aux attentes de la part du public. C'est pas pour trahir en fait la réalité historique, mais c'est plus pour en fait restituer la même sensation que ça devait donner à l'époque. Visiter Dublin devait être spectaculaire au IXe siècle,
Mais si aujourd'hui je te reconstruis Dublin tel qu'elle était réellement à l'époque, tu serais plutôt déçu. Tu n'aurais pas du tout le sentiment qu'ils avaient à l'époque. Donc c'est important de faire ce travail de médiation parce que ça reste un jeu vidéo et ça reste un produit grand public. On n'est pas un documentaire. De faire ce travail de médiation pour restituer un peu les mêmes sensations qu'on devait ressentir à l'époque. Donc pour ça, ça c'était pour nous un gros focus pendant la production du jeu. Au niveau des personnages, Barid, c'est un vrai personnage ou c'est de la pure fiction? Hugo. C'est un vrai personnage, c'est le vrai roi de cette époque. Et il a la particularité d'être un Northgale. À ce moment-là, il y avait cette émergence, exactement comme tu l'as présenté au début, une émergence de générations mixtes entre des Norse et des Gaéliques. Et donc, c'était ce nouveau peuple, on peut dire, qui s'appelait les Northgale, qui était ce mélange de cultures très très variées entre du coup ceux qui venaient à la fois les Danois et également les Scandinaves. Et Barid et je crois bien que c'est d'ailleurs le premier roi Northgale de Dublin. Et là, de ce que tu es en train de survoler, c'est marrant, parce que ça ressemble beaucoup à une des photos que tu as montré tout à l'heure. On voit le pourtour justement des fortifications royales avec la Longhouse qui domine la Blackpool. Donc on voit en fait cette similitude. Évidemment, à l'époque, c'était pas de la pierre, c'était du bois. Mais on voit d'ailleurs la similitude visuelle avec l'autre photo. Ouais, Et donc je voilà, me pour remets un Paris, il peu est un vrai personnage, tout comme Siegfried d'ailleurs. Sauf que, et pour ceux qui du coup se sont intéressés à l'histoire, Siegfried, on pense que c'était plutôt le frère de Barid. Et pour nous, ça a été un fils. Et en fait, pourquoi on a fait ce changement, c'est que on a appris en faisant des recherches que finalement, à l'époque, beaucoup de gens prétendaient être le fils d'un tel, ne serait-ce que pour avoir, en gros, pour dire, bah, mon père, c'est lui, donc je suis légitime d'être roi. Et donc nous, on a utilisé un peu cette brèche pour raconter des histoires et du coup dire qu'en fait, Siegfried, c'était le fils de Barid.